monde. Vous m'entendez bien? Super. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Bienvenue à ce dîner d'apprentissage. Peut-être juste pour votre gouverne, l'activité d'aujourd'hui va être enregistrée pour la rendre disponible sur le site du CREMIS en différé. Puis à moins d'une erreur monumentale ou d'un problème grave touchant la qualité du contenu, vous allez pouvoir consulter ce dîner-ci en réécoute, comme c'est le cas pour la majorité des dîners d'apprentissage, en fait. Je pense qu'on peut y aller assez rondement pour commencer le dîner. En fait, il risque d'avoir des gens qui entrent un petit peu au compte-gouttes, mais on va commencer tout de suite parce qu'on a un programme assez costaud. Euh, Juste avant de commencer, peut-être pour les membres du personnel du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, vous allez pouvoir trouver un message d'intérêt dans le chat en lien avec la reconnaissance de vos heures de formation. Donc, bienvenue tout le monde à ce 9e dîner d'apprentissage en itinérance organisé par le CREMIS. Je m'appelle Naomi Bovy, puis je travaille justement au CREMIS et je partage la responsabilité de l'organisation de ce dîner avec plusieurs collègues. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, le CREMIS, c'est un centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. C'est un centre de recherche en milieu de pratique situé au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Pour rappel, la programmation des dîners d'apprentissage est l'une des actions posées par le CREMIS pour faire connaître et poser un regard critique sur différents outils et contenus développés par ce centre de recherche pour soutenir l'intervention en itinérance. Puis la rencontre d'aujourd'hui, comme vous le savez, va porter sur les approches sensibles au trauma ou informées par les traumas et certaines perspectives critiques qu'on peut porter à ces approches. Avant de commencer, je vais faire un bref survol du profil des inscrits. On bénéficie aujourd'hui de la présence de plusieurs personnes travaillant dans le milieu communautaire, notamment des maisons d'accueil et d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance, des organismes travaillant auprès d'utilisateurs, d'utilisatrices d'opioïdes, plusieurs organismes dont la mission est orientée vers la santé mentale, même chose pour des organismes qui œuvrent en sortie d'établissements de détention. On a également aujourd'hui une majorité d'inscrits qui proviennent du milieu institutionnel, beaucoup d'intervenants et de gestionnaires des CIS, des CIUS, des personnes qui travaillent en itinérance dans un contexte hospitalier, des gens issus de plusieurs directions cliniques. On a également des personnes qui exercent auprès de personnes autochtones. Avec nous également aujourd'hui, on a des enseignants, des étudiants, des chercheurs, des citoyens curieux. On bénéficie d'une très grande diversité de provenance au travers du Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Estrie, de l'Outaouais, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Laurentides, Montérégie, Laval, Côte-Nord, Nord du Québec et Montréal. Avant de laisser la parole à notre animatrice, rappel des fonctionnalités de Zoom. Idéalement, vous gardez votre micro fermé jusqu'à la période d'échange prévue à cet effet, seulement quand vous voulez intervenir, évidemment. Caméra ouverte ou fermée à votre discrétion. Si possible, aussi, ce serait agréable de pouvoir savoir à qui on parle. Donc, vous pouvez ajuster votre nom si on, on- on s'adresse, par exemple, à des noms qui sont d'organismes plus généralement. Si vous souhaitez commenter dans le chat, vous pouvez le faire. Par contre, sachez que la modération du chat au plan du contenu va rester assez légère pour rester concentré sur les présentations des conférenciers et conférencières. On n'a pas une équipe assez suffisamment nombreuse, pardon, pour animer en parallèle des échanges écrits. Par contre, le chat va pouvoir être utile, comme je l'ai dit, pour la partie consacrée aux échanges. Vous pourrez prendre parole ou, si vous préférez, écrire vos questions à ce moment-là. Maud de l'équipe du CREMIS va pouvoir vous assister si vous avez des problèmes techniques. Elle peut être rejoindre dans le chat sous mode soutien technique en privé. Vous pouvez, c'est ça, la contacter, puis elle tentera de vous assister au meilleur de ses connaissances. Sans plus tarder, j'invite Laurence Roy, professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal, à prendre le relais de l'animation du dîner d'apprentissage d'aujourd'hui. Excellent. Merci beaucoup, Naomi. Est-ce qu'on m'entend bien d'abord? Oui, excellent. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce dîner d'apprentissage en itinérance du CREMIS. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui.
Je suis ergothérapeute, professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et chercheuse au CREMIS depuis plusieurs années. Dans mes différents projets de recherche, je me suis intéressée à l'interface entre des populations vivant de la précarité résidentielle, de l'itinérance et des questions de santé. Et c'est dans ce contexte que tout naturellement, les questions de pratiques sensibles ou informées par les traumas se sont posées. J'ai eu le plaisir de collaborer avec certains de nos invités aujourd'hui, donc j'ai très hâte de les entendre parler de ces approches. Donc, la thématique d'aujourd'hui, on va vraiment se poser des questions sur les approches sensibles informées par les traumas. Ça suscite un grand intérêt autant des milieux cliniques, communautaires, des citoyens, des milieux académiques de recherche. On pense que ça peut être un levier puissant, une lunette intéressante pour l'intervention. On se pose aussi des questions sur les limites de cette lunette-là, les défis que ça peut poser dans l'approche. Ça peut être difficile aussi devant cette effervescence d'intérêt pour les approches sensibles autrement, d'avoir des retours d'expérience des personnes sur comment c'est vécu ces approches-là. Et donc, on a plusieurs questions à se poser aujourd'hui. Comme animatrice, je vais essayer de les poser à nos panélistes, de me les poser, mais aussi toujours en échange avec la salle. Donc, on adore avoir vos questions, vos commentaires, vos réflexions. On est déjà 106 participants présentement, sûrement quelques autres à venir, donc on espère avoir bien d'interactivité dans ce dîner d'apprentissage. Donc, quelques questions peut-être d'emblée qui vont nous guider dans nos réflexions. Qu'est-ce qu'on veut dire d'abord par approche sensible au traumatisme? Qu'est-ce que ça nous permet dans l'intervention auprès des personnes en situation d'itinérance? Et finalement, quels en sont peut-être les angles morts ou les limites pour accompagner et pour soutenir les personnes? Alors, pour nous en parler, nous accueillons trois panélistes. Tout d'abord, Nancy Keys, infirmière clinicienne retraitée. Bon, elle est ici aujourd'hui et praticienne chercheuse au CREMIS. Allô Nancy, bienvenue. Ça fait très plaisir de te voir ici. Nancy, point important, est également la responsable de la formation intitulée Trauma complexe et population vulnérabilisée, redéfinir nos pratiques d'accompagnement qui sont offertes dans le cadre du CREMIS. Alors, je sais que ça va être une question qui risque d'arriver dans la barre de conversation, mais quelles sont les dates des prochaines formations? Alors, d'emblée, je dis les prochaines dates de formation seront à l'hiver et au printemps 2025 et les inscriptions seront mises en ligne début novembre. Donc, consultez l'infolettre du CREMIS. On peut aussi aller voir sur le site du CREMIS pour être informé le plus rapidement possible. Donc, pour ceux qui ont déjà tenté de s'inscrire, on sait que les places sont limitées. Donc, c'est mon petit point d'information. On accueille également Benoît Côté de l'organisme PECH, Programme d'encadrement clinique et d'hébergement à Québec. Bienvenue, Benoît, qui va nous parler des différentes initiatives qui ont été mises de l'avant à PECH pour les pratiques sensibles au trauma. Et finalement, on accueille Baptiste Brossard, professeur de sociologie à l'Université de York au Royaume-Uni. Les recherches de Baptiste s'inscrivent dans la socio-histoire critique de la santé mentale, ce qui l'a notamment mené à s'intéresser à l'automutilation, pardon, j'ai misère avec ce mot, à l'Alzheimer et plus récemment à la question des traumas. Donc, bienvenue Baptiste. Alors, pour rappel, les objectifs d'apprentissage du webinaire d'aujourd'hui sont d'abord d'identifier les pratiques sensibles au trauma à privilégier auprès des personnes en situation d'itinérance. Ensuite, de monter un peu en généralité en identifiant des pratiques organisationnelles qui intègrent une approche sensible au trauma et de finalement situer sa pratique dans un contexte d'essor des approches informées par les traumas et des potentielles réductions identitaires que ça implique. Alors, le dîner d'apprentissage se divisera en 4 blocs. D'abord, il va y avoir des présentations de nos 3 panélistes, donc environ 15 minutes de présentation. Je serai la gardienne du temps pour cela. Dans un deuxième temps, je vais aborder avec les panélistes quelques questions sous forme de table ronde pour aller un peu plus loin dans les discussions et les échanges.
Ensuite, les questions seront ouvertes à la salle, donc on va vous inviter soit en levant la main, en ouvrant votre micro ou en utilisant la barre de conversation à inscrire des commentaires, des questions et selon le volume qu'on a, on y répondra, puis on pourra inviter les panélistes à y répondre. Et on va finir avec un petit mot de clôture. Alors, si ça vous va tout le monde, sans plus tarder, je cède la parole à Nancy Keys pour la première présentation. Et là, j'ai perdu Nancy dans tous les visages qui sont apparus dans mon écran. Toujours là, Nancy? Oui, je suis là. Me- Excellent. Donc, me- le micro est à toi. OK, merci Laurence. Merci à tout le monde, en fait, d'être là en si grand nombre. Ça démontre effectivement l'intérêt grandissant pour les pratiques sensibles au trauma. J'oserais dire que c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui utilisent nos services. Je pense sincèrement qu'il faut mettre la préoccupation du trauma au cœur de la mission de chacun de nos établissements. On est rendu là. On est même peut-être un peu en retard, mais en tout cas, on est rendu là assurément, fait qu'il faut collectivement s'y mettre. C'est important parce que les traumas sont reconnus par l'Organisation mondiale de la santé comme un problème de santé publique important. Il y a même certains experts en trauma qui vont même jusqu'à parler d'épidémies cachées. Pour ma part, les connaissances sur les traumas sont arrivées dans ma vie il y a 14 ans. À l'occasion j'ai eu une première formation donnée par une psychologue de Toronto. Euh, Ça faisait déjà 10 ans que je travaillais avec les personnes en situation d'itinérance. J'avais jamais eu de formation sur les traumas. Puis en fait, pour vous dire vrai, on n'en parlait même pas des traumas à ce moment-là. Ça a eu sur moi, cette formation-là, un effet de tsunami. Ça m'a permis de faire tellement de liens entre les conséquences liées au trauma et plusieurs caractéristiques que je voyais chez les personnes que j'accompagnais au quotidien. En 2016, j'ai développé une première version d'une formation sur le sujet. C'est un peu l'ancêtre de la formation dont Laurence parlait il y a quelques minutes. Puis 8 ans plus tard, ben, cette formation-là, la nouvelle version, en fait, est toujours autant en demande. Donc, ça montre qu'il y a un réel besoin. Ces connaissances-là ont bien sûr eu des impacts sur ma pratique. Ça a suscité d'abord beaucoup de réflexions sur ma manière d'accompagner les personnes, aussi sur ma manière de les comprendre, de comprendre aussi l'importance du besoin de sécurité, l'importance de bien accueillir, pas que je le faisais pas avant, mais là, je comprenais en fait tout le pourquoi, là. Ça a contribué aussi à diminuer mon sentiment d'impuissance dans l'accompagnement. Plus on est formé, plus on a des outils, moins on se sent impuissant. Ça m'a sensibilisée sur l'importance des mots qu'on utilise, sur l'importance de notre non-verbal quand on est en présence de quelqu'un. Euh, c'est aussi, ça a aussi eu comme impact de me faire prendre conscience à quel point nos organismes, nos institutions, pas de façon mal intentionnée, mais produisent énormément de trauma dans la façon d'accueillir, d'inclure ou d'exclure les personnes dans les services ou par des pratiques de contrôle qui malheureusement sont devenues un peu trop routinières. Ça m'a aussi ouvert la porte à plusieurs belles discussions cliniques avec certaines de mes collègues sous un angle différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. On parlait d'impact des traumas, mais effectivement, il y a beaucoup d'impacts. Évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas tous les nommer, je le fais dans la formation, j'en parle plus longuement, mais je vais quand même vous parler de certains impacts, puis on va regarder un petit peu aussi comment ces impacts-là viennent interférer avec les services aussi quand les gens les ont. Donc, les traumas influencent en fait le développement du style d'attachement, surtout quand c'est des traumas qui ont été infligés très jeunes. Fait que ce style d'attachement-là qui va probablement être un peu plus désorganisé ou insécurisé, va faire en sorte que ça va influencer la façon dont la personne entre en relation ou évite les relations plus tard. Un des impacts aussi très importants, oh, je m'entends en écho. Un des impacts très importants, c'est la régulation des émotions. Ça fait que ça pose souvent un problème, en fait, dans les services parce que quand la personne est confrontée à un déclencheur de sa mémoire traumatique, ça envoie un signal à son cerveau qu'il y a une perception de menace. Puis là, ça enclenche toute une réaction de son système nerveux autonome. Je ne rentre pas dans les détails, évidemment, aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça active toute sa réaction au stress, puis ça peut amener des comportements d'hypervigilance, d'irritabilité, d'anxiété, puis on appelle un peu ce type de comportement-là des comportements de suractivation.
Puis parfois, pour d'autres personnes, ça peut complètement les amener à se couper de leurs émotions, de leurs sensations, puis d'aller plutôt en sous-activation. En itinérance, on retrouve beaucoup de personnes en état de suractivation puis de sous-activation, mais on ne comprend pas beaucoup ces phénomènes de survie finalement. Puis ça peut être facile pour nous de porter des jugements sur les comportements qui nous dérangent. Euh, les traumas affectent aussi la santé mentale, la santé physique. En fait, c'est à la base de la plupart des diagnostics en santé mentale et de beaucoup de diagnostics en santé physique. Le corps porte d'ailleurs beaucoup de traces de ces impacts-là. Euh, les traumas peuvent aussi ralentir le développement cognitif. Donc, encore une fois, je ne vais pas aller dans les détails, mais ces impacts-là vont aussi compliquer le suivi et l'accompagnement parfois parce qu'on ne comprend pas pourquoi la personne n'est pas motivée alors que ça se passe dans le cortex, tout ça. Puis le cortex, ben, pendant les traumas, il a été malmené, il a été un peu sous-activé, puis pendant des périodes où il devait être en développement. Ça peut amener des difficultés à être motivé, ça peut amener des difficultés à persévérer pour atteindre un objectif, à être concentré, à avoir du jugement, de l'autocritique, la tolérance au délai, des habiletés sociales, du contrôle des pulsions. Bien sûr, il y a d'autres raisons, d'autres facteurs qui peuvent aussi provoquer ces mêmes symptômes-là. Je pense au TCC ou pour certains au TDAH aussi. Mais le trauma aussi fait partie des possibilités. Donc, les gens qui sont aux prises avec des conséquences traumatiques, des émotions difficiles du passé, peuvent avoir tendance, en fait, ont souvent tendance à utiliser des mécanismes pour s'apaiser ou pour anesthésier ces émotions-là. Donc, ça va passer pour certains par la consommation de substances ou d'autres dépendances. Ça aussi, ça peut poser un problème dans les services quand on demande de rester sobre ou en tout cas d'avoir la sobriété. D'autres vont utiliser l'automutilation, les tentatives de suicide. Certains vont utiliser ou vont avoir des troubles alimentaires, soit des binges alimentaires ou de la privation de nourriture, parce que ça provoque de la sécrétion d'hormones anesthésiantes dans le cerveau, d'avoir ces comportements-là. Il y en a qui vont avoir plutôt des compulsions de répétition, donc faire du travail du sexe quand on a été agressé sexuellement, c'est une façon, ça peut être une façon de se maintenir dissocié. Être dans une relation de violence conjugale quand on a été victime de violences physiques dans le passé, ça peut pour certaines personnes être une compulsion de répétition et de rester pour se maintenir déconnecté, se maintenir dissocié. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas une généralité, mais ça peut arriver. Puis d'autres vont avoir recours à la violence. Puis pour ceux qui sont très dissociés et qui ne ressentent plus rien, ben, eux, ils vont tenter de provoquer parfois de l'euphorie ou des sensations de plaisir ou des émotions quelconques parce que la dissociation qui leur a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui, ben, elle ne distingue pas les émotions qu'elle éteint. Elle éteint les émotions en général, donc même les émotions positives. Ça peut faire en sorte que les gens ne ressentent plus rien. Il y a eu des grands constats dans les dernières décennies, en fait. On s'est rendu compte, en fait, que les traumas n'étaient pas si rares que ça, non seulement ça, mais il y a une étude canadienne qui rapportait, il y a quelques années, qu'il y avait 76% des Canadiens qui avaient vécu au moins un événement traumatique dans leur vie. Heureusement, la majorité sont résilients, s'en sont bien sortis, vivent des vies quand même relativement normales, sinon ça serait terrible. Mais il reste qu'il y a un petit noyau de personnes qui sont plus affectés par ces conséquences de traumatisme. Il y a une méconnaissance aussi des conséquences des traumas, en particulier les traumas complexes. Puis ironiquement, il y a une méconnaissance du fait que les difficultés pour lesquelles on offre des services proviennent des conséquences traumatiques des usagers assez souvent. On oublie aussi les impacts, on a réalisé aussi les impacts des traumas sur les intervenants eux-mêmes qui sont confrontés au quotidien avec des situations qui sont difficiles à entendre parfois, mais aussi qui sont porteurs de leur propre histoire, puis qui est parfois parsemée de traumas. Parmi les autres impacts, bien évidemment, les pratiques dans certains établissements qui sont des pratiques avec un potentiel ou carrément traumatisantes, que ce soit dans les organismes de santé publique, de santé et services sociaux, les organismes communautaires, le milieu de la justice, le milieu carcéral, la police, la protection de la jeunesse. Il y a à peu près dans tous les types d'organisations des pratiques qui devraient être revues.
Puis il y a aussi le constat que ça pose, c'est que c'est un grand défi dans l'intervention de, de donner des services à des personnes qui ont des traumas parce que ça pose plusieurs enjeux. Il y a plusieurs modèles de pratiques sensibles au trauma, mais en général, les mêmes principes reviennent constamment. Donc, mais pour que ça puisse prendre place, il faut vraiment qu'il y ait un changement de pratique durable et significatif. Il faut que l'ensemble des personnes qui composent un système, pas juste une équipe, pas juste certaines équipes dans un établissement, mais il faut que l'ensemble partage une philosophie commune euh, sur les traumatismes, puis sur les services à mettre en place en respectant les besoins de base. Donc, parmi les principes de base, il y a évidemment en premier plan le principe de sécurité. Donc, les lieux physiques sécuritaires, un accueil, des relations sécuritaires dans l'intervention. Il y a le principe de confiance et transparence, donc d'être prévisible, d'être cohérent, d'être authentique. Le principe du soutien par les pairs qui est aussi favorisé. La collaboration, donc d'être dans un esprit de collaboration et non avec une hiérarchie où par exemple, moi, Nancy Keys, infirmière, je sais ce qui est bon pour toi, je vais te dire quoi faire pour que ta vie aille mieux. Donc, on est plus dans un esprit où les deux parties, la personne et son intervenant, ont des connaissances, ont des expériences et peuvent partager pour que la personne puisse choisir ses objectifs, déterminer qu'est-ce qu'elle souhaite pour elle. Le principe d'autodétermination, contrôle et choix. Puis ici, contrôle, évidemment, je ne parle pas du contrôle je parle du contrôle par la personne et non de contrôler la personne. Puis le dernier, ouverture et reconnaissance des enjeux identitaires, ethniques, culturels et historiques. Être sensibilisé, ne pas juger, euh, comprendre. Puis finalement, ben, dans le fond, quand on regarde ça, on porte des valeurs de bienveillance et de compassion pour tous. Ce qu'on devrait éviter dans les services, c'est en fait des questionnaires d'admission ou d'évaluation avec des questions très intimes, puis parfois suivies d'un refus. En fait, beaucoup d'intervenants qui me disent ça, on est obligé de poser plein de questions super gênantes, très intimes, puis après ça, on est obligé de les refuser finalement. Donc, il faut se mettre à la place de la personne qui doit se dévoiler devant une personne qu'elle ne connaît pas. Je pense que ça, il faut que ça soit fait de façon délicate et avec un lien de confiance. Les douches obligatoires, il faut être flexible à des alternatives pour l'hygiène parce qu'il y a des gens pour qui la douche, c'est un déclencheur de mémoire traumatique. J'en ai eu plusieurs dans ma pratique pour qui la douche, c'était terrible. En situation d'itinérance, il y en a pour qui c'est pas possible. Et donc, de voir c'est quoi les alternatives. Est-ce que ça peut être se laver au lavabo ou de respecter en fait ce qui est demandé par la personne. La salle de bain ou les douches qui n'ont pas de verrou, une absence d'intimité. Les fouilles aléatoires, ben, quand c'est obligatoire de le faire, mais de l'expliquer, je parle des fouilles dans le sac là, pour s'assurer que la personne n'a pas des couteaux ou des trucs, de l'expliquer puis de le faire en privé, de ne pas le faire devant tout le monde. Puis même idéalement que la personne puisse sortir ses effets personnels elle-même, parce que devant tout le monde, si c'est le sac, c'est tout ce qu'elle possède, de sortir ses condoms, ses sous-vêtements sales, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement traumatisant. Je pense qu'il faut repenser nos services aussi pour les personnes en situation d'itinérance ou les autres, de repenser nos services avec un niveau d'exigence adapté aux capacités fonctionnelles et non un one fit for all, tu sais, de tous les services pareils pour tout le monde. Je pense qu'il faut aussi ne pas punir s'il y a une perte de contrôle émotionnel, d'en reparler de l'événement au prochain rendez-vous. Puis ça ouvre la porte à discuter sur la fenêtre de tolérance émotionnelle, proposer un journal de déclencheurs ou des outils pour apaiser. Ça, c'est des trucs que je ne vous explique pas ici aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais dans la formation, je le fais. Les pratiques sensibles au trauma privilégiées pour les personnes en situation d'itinérance aussi, ben moi, je dirais, en fait, itinérance ou pas, j'y vais pour des précautions universelles pour tous, sans distinction. Former tout le personnel, les gestionnaires, les gens à l'accueil, les gardiens de sécurité, l'entretien ménager, toute personne susceptible de croiser une personne qui aura une réaction peut-être liée à ces traumas, puis la personne pourra agir correctement. Faire l'exercice de revoir la trajectoire des usagers dans les services, ce à quoi ils sont confrontés quand ils viennent nous voir dans nos services.
Éliminer tout ce qui n'est pas sensible au trauma. Exemple, les affiches dans les salles d'attente qui indiquent itinérance, santé mentale, toxicomanie, c'est hautement stigmatisant. Je vois que le temps avance, j'achève. Je vois de penser aussi aux emplacements physiques sécuritaires qui soient accueillants, qui limitent le plus possible les déclencheurs quand c'est possible. Euh, Déjà, de se demander aussi comment la personne arrive dans nos services. Est-ce qu'elle a eu froid? Est-ce qu'elle a mangé? Dans quel état elle se présente à nous? C'est quoi ses besoins pour aller mieux? Aménager un espace, si c'est possible, calme et apaisant, puis avoir du personnel formé qui a accès à de la supervision clinique puis du soutien. Travailler avec l'approche par les forces, la réduction des risques, puis toute approche aussi qui a les mêmes principes de base. Puis comprendre les comportements complexes comme la consommation, l'irritabilité, la violence des fois, mais non pas comme le problème central, mais comme des adaptations de survie qui ont un sens dans le contexte du parcours de vie de la personne. C'est des tentatives de solution, ces comportements-là. Puis élaborer avec la personne un plan de prévention et de gestion des crises, mais le respecter aussi. Puis, outre l'accueil, l'installation de la sécurité, ben, d'écouter sans jugement, de soutenir l'apprentissage dans la régulation des émotions, la connexion à soi, l'autocompassion, la bienveillance, soutenir l'intégration sociale, faire vivre l'espoir. Puis pour les gestionnaires, les coordonnateurs et les collègues en général, il faut aussi penser à la santé et au bien-être des intervenants qui travaillent au quotidien. Alors voilà, merci. Excellent, Nancy. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça a vu dans mes pensées, là, c'était le temps de conclure. Peut-être un élément, tu as parlé des impacts, des effets, des traumas sur la santé, le bien-être, le fonctionnement des personnes. Tu as parlé des pratiques des établissements, des pratiques individuelles, des principes, des approches sensibles au trauma. Peut-être quelque chose qui pique un peu la curiosité, puis qui fait réagir, c'est cette idée, en tout cas, je sais que moi, ça me fait réagir, mais c'est cette idée d'établissement sensible au trauma et ça semble un énorme défi quand on pense que les personnes en situation d'itinérance vont avoir recours à différents services, vont être mobiles dans différentes régions également, dans différents secteurs et ça semble assez monumental comme tâche. Euh, je pense que c'est un peu mon entrée pour dire, ben, on va s'intéresser à quelqu'un qui a essayé, en tout cas, qui est en processus de déploiement de ce genre d'approche au sein d'une organisation. Donc, je céderai la parole à Benoît Côté pour nous parler, ben, comment ça s'est je dirais comment ça a été vécu, puis comment ça a été initié, cette idée de reprendre. En fait, je pense que vous avez suivi comme organisme la formation de Nancy. Comment ça a été pensé finalement de revoir les services de pêche sous cet angle des approches sensibles autrement. Je te laisse la parole. Ton micro est fermé par contre. Il faut ouvrir le micro. Merci au Crémis de pouvoir me permettre de s'adresser à cette belle audience. D'abord, vous disiez, l'interlocutrice Laurence disait, ça semble un grand défi. C'est une révolution copernicienne que celle d'être une organisation sensible au trauma. On n'est pas dans un pays de licorne, là. Il faut vraiment se remettre en question à bien des points de vue. Parce que notre responsabilité comme organisation, ben, c'est de s'adapter aux personnes qui ont un bagage traumatique et non l'inverse. Moi, j'ai l'impression que tout notre système est fait, le système est fait pour que le système s'adapte à lui-même et non aux personnes multi-éprouvées qu'on reçoit. Ceci dit, c'est un peu pourquoi Pêche est venu au monde il y a 35 ans. J'en suis le directeur. Je vais vous parler plus comme un gestionnaire, quoique j'ai présidé à la naissance de chacun des 8 volets de services de pêche. Je suis sociologue de formation et j'ai une maîtrise en psychopédagogie. C'est pour ça que la question de la marginalisation est très, très importante ici, là. Les personnes qui ont un bagage traumatique et qui sont itinérants ne sont pas des personnes très populaires dans l'ensemble des services au Québec actuellement.
Et il faut comprendre qu'ils portent un stigma et ça n'aide en rien la capacité de nos organisations à les accueillir. Vous parlez de pêche un peu. Nous autres, on a commencé, on était 2 intervenants et demi, sommes près de 125 personnes intervenantes 35 ans plus tard. Bon, on a essayé avec la clientèle, on dit la clientèle, mais aujourd'hui, on parle des personnes que nous accompagnons, qui sont des personnes qui ont des problèmes de santé mentale graves, de judiciarisation, des personnes qui sont dans l'itinérance et qui sont judiciarisées. Et donc, on a choisi cette complexité-là en 1993. Et force est de constater que 35 ans plus tard, on n'a pas encore réussi à être une organisation sensible au trauma. Je décourage personne là, en disant ça. Grâce à la formation de Nancy, on a pu démêler un paquet de choses dans nos pratiques. C'est sûr qu'on a un service de crise 24/7 avec les policiers. On a un service qu'on appelle Logement d'abord pour intégrer en logement des personnes itinérantes. On en a intégré près de 400 depuis une dizaine d'années, avec un succès relativement intéressant. 85% de stabilité résidentielle, c'est quand même pas rien. On a une fiducie sur une base volontaire, on a des places d'hébergement transitoire, on a des logements dont on est propriétaire, on a des équipes de stabilité résidentielle. Et on a aussi un lieu ouvert sur la communauté qui s'appelle Sherpa, qui est un centre d'art, un centre où l'art social est mis à contribution. Il y a un café. On accueille tout le monde. On accueille les gens de la communauté. On accueille aussi les gens qui sont à la rue et qui veulent bien venir prendre un café avec nous. Alors, notre intérêt pour la question des traumas, ça remonte à 96-97 plus spécifiquement. Quand on s'est rendu compte, suite à l'administration d'un questionnaire sur les traumas, je ne me souviens plus duquel, là, on s'est rendu compte que près de 80% des personnes qu'on accompagnait avaient une histoire de bagage traumatique, trauma multiple en général. Donc, on s'est dit, oups, comment on fait ça? Et on s'était rendu compte aussi qu'on avait vécu beaucoup d'échecs par rapport à l'insertion en logement de certaines personnes, des retours à la rue assez brutaux, sans qu'on sache trop pourquoi, parce qu'on se disait à l'époque, comment ça se fait, on y offre un logement subventionné, tout devrait bien aller. Et quand vous allez suivre la formation qui est excellente de Nancy, vous allez comprendre que même un logement peut constituer pour une personne qui a été à la rue un stress assez profond si on va trop vite dans la volonté d'intégrer la personne en logement. Nous autres, pour vous donner un exemple, il a fallu pour une personne que la personne accepte de venir à notre maison d'hébergement, qu'elle couche dehors sur la galerie de notre maison d'hébergement pendant un certain temps pour pouvoir apprivoiser la chambre et ensuite apprivoiser un logement. Parce que c'est immense un logement, même un 3,5 pour quelqu'un, en fait, en même temps qui est habitué de vivre dans 3 km², mais ça paraît énorme pour toutes sortes de raisons, là, pour certaines personnes. Donc, cette capacité de s'adapter au bagage traumatique des personnes, ça constitue un grand défi. Mais c'est sûr que on s'est rendu compte aussi qu'on a une maison d'hébergement transitoire, ça peut aller jusqu'à 1 an où on a des personnes qui sont hébergées chez nous en situation d'itinérance. Et près de 65% des gens, après un séjour d'1 an, retournent à la rue, malgré qu'il y a eu des intervenants, puis on les a préparés à aller en logement. Donc, c'est des statistiques peu envieuses. On n'a pas eu le choix de se poser des questions par rapport à comment ça se fait qu'ils retournent à la rue, ces personnes-là. Et la question du bagage traumatique a été pour nous une réponse euh, probable à la qualité de nos interventions qu'on n'avait pas mis en place. Parce que les pratiques d'aujourd'hui, même centrées sur le rétablissement, parce qu'on a une approche centrée sur les forces, comme Nancy disait tout à l'heure, des personnes, le strength model, on dirait que ne tenant pas compte de la réalité traumatique, on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté énormément de choses. Il faut réinventer cette question-là. Puis je pense que ce que je vous dirais en simple, si vous voulez aller vers une pratique sensible au trauma, il faut apprendre à désapprendre. C'est quand même pas si simple quand on dit ça, puis déhiérarchiser l'intervention. Chez nous, on travaille avec 3 psychiatres à temps plein
Et c'est sûr que, tu sais, dans les modèles traditionnels, le psychiatre est en haut de la hiérarchie et les autres suivent. Donc, c'est pas ça du tout une approche sensible au trauma. Il faut vraiment remettre en question cette espèce d'idée-là, surtout quand on va vers des approches comme l'open dialogue que nous avons intégré à nos pratiques, une approche de la Finlande qui met au centre de l'intervention la personne, sa famille et les proches. Donc, il faut aussi se dire que j'ai entendu une collègue psychiatre à moi qui dit, rencontrant le ministre Carman à un moment donné, elle dit, Monsieur Carman, je suis un médecin spécialiste. Quand je suis arrivé à la peste, j'ai eu à désapprendre tout ce que j'avais appris dans mon cours de psychiatrie. Elle exagérait un peu. Je pense qu'il y avait des choses dans son cours de psychiatrie qui étaient très bonnes. Mais ça a été comme donc apprendre à désapprendre. Sur le plan organisationnel, c'est sûr que c'est un défi énorme sur le plan organisationnel de mettre en place une pratique sensible au trauma parce que nous, on a 125 personnes. Il faut que les 8 volets de service qu'on a soient au diapason de l'approche sensible au trauma, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, il faut aussi qu'on ait d'autres attentes par rapport au rythme d'intervention. Le rythme est très important. On veut tout soit réglé en 5 séances ou en 10 séances. Ça ne fonctionne pas avec une approche sensible au trauma. Donc, comme organisation, si on est dans un CIUS avec des normes et puis un certain nombre de balises, ça peut être compliqué, mais même dans le communautaire, ça l'est aussi parce qu'on veut des résultats rapidement. On est normé par des subventions puis des critères qui font en sorte qu'on va trop vite. Il faut, en fait, quand on remet en question la qualité du lien à l'autre, ben, on remet en question notre responsabilité par rapport au bagage traumatique des personnes. Donc, le rythme est très important. Tu l'as dit tantôt, Nancy, sécurisé. Donc, il faut des plans stratégiques. Il faut que l'organisation, nous, on a considéré que pour devenir une organisation sensible au trauma, c'est 3 ans, facilement 3 ans dans le plan d'action stratégique qu'on a fait pour que l'ensemble des volets de service soient considérés comme étant des volets sensibles à la réalité des traumas. Il faut trouver des budgets aussi. Parce que nous, je ne l'ai pas dit, mais on a un projet qui s'appelle le Bifrost et puis on s'est informé grâce au stage d'un médecin qui était à la santé publique. On a regardé dans le monde quelles étaient les meilleures pratiques sensibles au trauma. Et outre ce que Nancy disait tout à l'heure, mais il y a toutes les approches psychocorporelles. Donc, depuis des années, nous autres, on offre du biodanza, du yoga, des approches qui sont liées à la massothérapie. On a une massothérapeute qui est formée au trauma. Donc, offrir tout ça, il n'y a pas tellement de budget au Québec qui nous permettent d'accéder à ça. Donc, c'est un parcours du combattant pour nous de pouvoir intégrer ces collègues-là. L'École d'ostéopathie de Québec veut travailler avec nous. L'ostéopathie a des résultats assez intéressants par rapport à la question traumatique. Donc, nous, de la classe moyenne supérieure ou classe moyenne tout court, on peut accéder avec des assurances à ce type de choses-là, mais c'est sûr que la question psychocorporelle pour nous est un enjeu très, très important pour réduire l'impact du bagage traumatique avec ce qu'on a regardé dans les centres de pointe dans le monde qui réussissaient ou qui avaient des résultats. Il y a toujours le MDR et puis toutes sortes d'approches qu'on connaît. Donc, il y a des risques aussi de perte du personnel. Parce qu'à un moment donné, il y a des personnes pour qui le fait de se connecter avec son histoire traumatique, ça peut être un non catégorique, là. Ça se peut qu'il y a des personnes qui disent non, moi je ne veux pas toucher à ça pour des raisons de transfert, de contre-transfert. Donc, ça aussi, c'est une question qui est fondamentale, d'aider les personnes à se former à la question des traumas, d'offrir des formations, bien sûr, mais tu sais, pour réguler une personne qui est dérégulée, ça prend un personnel qui est capable de se réguler. Si l'intervenant n'est pas capable de se réguler, ça ne marche pas. Donc, comprenez un peu les enjeux par rapport à ça. Puis, il n'y a rien dans la convention collective qui dit moi, ça ne me tente pas de me réguler, donc qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas la convention collective qui va régler ça nécessairement, mais je pense que ça prend une grande ouverture, une certaine ouverture de l'ensemble du personnel à travailler avec la souffrance de sa propre histoire. Et ça, ben, c'est l'éléphant dans la pièce des cordonniers mal chaussés, là. Tous les intervenants ne sont pas nécessairement ont de la difficulté à regarder leur passé traumatique s'il y en a un, ou à se regarder, ou c'est moi l'expert, c'est moi qui dicte les comportements, etc., etc.
En conclusion, c'est certain que j'ai envie de dire qu'il y a une souffrance à faire ce virage-là. Il y a une souffrance organisationnelle parce que ça va bien quand on pense qu'on a la vérité. Le communautaire pense souvent qu'il a la vérité. La vérité est la vie, le mouvement communautaire. On s'est rendu compte que on devait faire ce changement-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce virage-là, qui est un virage fondamental, je l'ai dit tantôt, mais ça prend de l'humanité, c'est au sens très large du H d'humanité, ça prend de la persévérance, ça prend de l'audace, puis ça prend de l'innovation. Ça, c'est les 4 ingrédients que ça va vous prendre, je crois, pour pouvoir faire ce virage-là. Et la bonne nouvelle, c'est en conclusion, puis je le disais, je me suis inspiré de Jung qui disait, bon, essayer de réenchanter le monde, réenchanter l'humanité. Ben, on pourrait, à la gang, si on est capable, en travaillant sur les traumas multiples, moi je le vois ici, on réenchante l'intervention. C'est plus le même rapport à l'intervention. On a plus de fun, le facteur d'humanité, le facteur de partage par rapport à l'intervention. Même si on traverse des zones un petit peu plus difficiles de turbulence quand on implante ça, il est de beaucoup supérieur au statu quo. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Benoît. Très intéressant. Je pense que ça va susciter je le vois déjà un peu dans la conversation, mais des échanges vraiment intéressants de monter cette approche-là à l'échelle de l'organisation, je pense que c'est un peu ce que tu dis, tout en gardant cette humanité dans ces changements-là. Alors, on terminerait notre séquence de présentation en montant encore un peu plus, en ayant une perspective un peu plus large avec Baptiste, qui va analyser ces différentes interventions-là et les approches selon une perspective socio-historique. Donc, on t'écoute, Baptiste. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Puis oui, j'espère qu'on va pas monter trop haut non plus. J'ai un peu peur de vous parler parce que j'en connais bien moins que sur la pratique des interventions en itinérance que la plupart des personnes présentes. Mais je peux essayer d'utiliser un peu la distance dont je bénéficie en tant que sociologue pour essayer de décaler notre regard et puis essayer de contextualiser cette émergence des approches sensibles au trauma. Alors, plus précisément, je vais défendre 2 idées aujourd'hui. Et je vais les expliquer progressivement. Premièrement, on peut penser les approches sensibles au trauma en termes de déférence. Donc, je vais expliquer ce que ça veut dire. Et deuxièmement, on peut les penser comme une forme de réintroduction des questions de justice sociale dans des services marqués par la montée en puissance d'impératifs managériaux. Donc, je vais m'expliquer. Mais commençons par la notion de déférence. Pour en parler, je voudrais faire un tout petit détour par un fait divers qui s'est déroulé au Royaume-Uni l'année dernière. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'était une histoire un petit peu choquante. C'était le 5 juillet 2023. Robert Jenrick, qui était alors ministre de l'Immigration sous le gouvernement conservateur de Rishi Sunak, visitait un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile. Cette institution, ça s'appelait le Kent Intake Unit, situé donc dans le Kent, comme son nom l'indique, est en charge d'accueillir des enfants non accompagnés qui se retrouvent en Grande-Bretagne, donc souvent de façon clandestine, souvent après avoir traversé la Manche et vécu des choses inimaginables. Pour mieux accueillir ces enfants, les professionnels de ce centre avaient fait peindre des personnages de dessins animés sur les murs. Or, lorsque Robert Jenrick visite ce centre et qu'il se trouve nez à nez devant des représentations de Mickey, de Winnie l'ourson et de Baloo, eh bien, il est scandalisé. Il est scandalisé parce que, selon lui, ces dessins donnent l'impression qu'on est dans un centre d'accueil chaleureux, que les étrangers sont donc bienvenus. Et donc, il ordonne que les dessins soient effacés. Et en quelques jours, Mickey, Winnie et Baloo se trouvent recouverts d'une couche de peinture. Alors, pourquoi je vous en parle? Je vous parle de ça parce qu'en fait, c'est un peu l'inverse d'une approche sensible au trauma. Là, c'est vraiment une approche délibérément insensible au trauma, voire une approche délibérée de traumatisation.
Je reviens sur cette histoire parce qu'elle explique de façon assez efficace l'idée suivante. En fait, toute institution publique met en scène le statut ou l'identité que l'État projette sur ses usagers. Donc, si un État ou un gouvernement veut se montrer dur vis-à-vis de certains publics, par exemple les réfugiés, il ne peut pas se permettre d'avoir Balou sur les murs. Et ce n'est pas seulement une question de bon ou de mauvais accueil, même de trauma ou pas de trauma, c'est vraiment une question de vision du monde, presque une idéologie quant au statut de certaines populations et leur droit de bénéficier de certains égards. C'est très important ce qu'il y a sur les murs. Et Nancy évoquait l'exemple de des affiches sur la toxicomanie, par exemple, dans les services. Ça aussi, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose du public, du statut qu'on accorde au public qu'on accueille. Et donc, la question, c'est de savoir, très basiquement, pour quel public on a le droit de peindre un Balou et pour quel public on met des posters sur la toxicomanie. Dans la sociologie, dans un certain type de sociologie interactionniste, on parle de déférence pour parler des égards exprimés au cours d'une interaction. Comment on signifie à l'autre le statut auquel elle ou il peut prétendre. Et en lisant la fiche Accueillir, guide des bonnes pratiques en itinérance, qui a été produite par le CREMIS et qui liste quelques mesures à adopter pour promouvoir une approche sensible au trauma, comme la plupart des recommandations sur les approches sensibles au trauma, je me suis dit qu'on pouvait analyser cette approche comme en fait une demande d'accorder une certaine forme de déférence aux personnes itinérantes. Le fait de dire que tout usagère ou usager de services sociaux et de santé est potentiellement traumatisé et qui doit être accueilli en tant que tel, revient à dire qu'on ne peut pas seulement accueillir les personnes sur la base de leur situation immédiate, le fait de vivre en situation d'itinérante, mais qu'on doit plus largement reconnaître la trajectoire de ces personnes au-delà de la situation présente. Donc mettre en scène le fait qu'elles ne sont pas seulement itinérantes. Et ça, c'est une posture qui est politique en sens large, qui n'a rien d'évident parce que on pourrait penser, dans le style de Robert Jenrick, l'ancien ministre de l'immigration anglais, qu'un accueil froid serait justifié, qu'un accueil traumatisant serait justifié dans certains cas. Alors, cette notion de déférence vous surprendra peut-être aussi parce que, en général, on parle de déférence quand il est question d'étiquette, dans les milieux plus favorisés, par exemple dans les rencontres diplomatiques. Si Justin Trudeau reçoit un jour le président de la Chine, étant donné l'importance de la Chine dans le monde, il va sûrement mettre les formes, bien plus que s'il reçoit le président de l'Albanie. C'est comme ça qu'on parle souvent de déférence. Et bien de la même manière, l'État accorde des degrés variables de déférence aux populations qu'il juge vulnérables. Ce terme s'applique aussi en bas, pour ainsi dire. Et j'insiste, ce n'est pas seulement une question de moyens accordés à chaque population, parce que par exemple, ça n'a pas dû coûter très cher de peindre des personnages de dessins animés sur des murs, ça ne coûte rien d'enlever une affiche sur la toxicomanie. Mais c'est aussi un dispositif symbolique d'accueil qui témoigne d'une certaine considération, d'une certaine appréciation ou d'un certain mépris parfois. Dans ce cadre, on pourrait considérer que les professionnels du secteur de la santé et des services sociaux, les intervenants, sont aussi des formes de diplomates, en fait. J'ai noté des diplomates de gouttière, je ne sais pas si cette expression vous fait rire, c'est-à-dire qu'ils représentent une forme de diplomatie de l'État, mais au niveau de la rue, avec les populations les plus vulnérables. Alors malheureusement, vous n'organisez pas de repas fastueux avec des officiels chinois, c'est bien dommage, mais vous participez à mettre en scène la manière dont les pouvoirs publics théâtralisent leur rapport aux personnes défavorisées, aux personnes itinérantes. Et l'introduction d'approches sensibles au trauma revient dans ce cadre à dire les usagères et usagers ne doivent pas être seulement reconnus comme des itinérants ou comme des numéros. D'ailleurs, on ne leur donne pas de numéro quand on suit les approches sensibles au trauma. Il faut montrer, symboliser, mettre en place un dispositif d'accueil qui leur signifie autre chose que cette assignation. Alors, j'en viens au deuxième point qui est très proche. Les approches sensibles au trauma peuvent être analysées en termes de justice sociale. Elles peuvent être interprétées comme des tentatives pour renforcer la prise en compte des questions de justice sociale dans des services sociaux et de santé marqués par des impératifs managériaux. Alors, pour bien comprendre ce point, il faut se demander
dans quel contexte s'inscrivent ces approches sensibles autrement? Parce que sans ce contexte, on ne peut pas comprendre vraiment leur intérêt. Typiquement, la première fois que j'ai lu la fiche accueillir du Crémis, ou alors que j'ai lu les premières recommandations sur les approches sensibles au trauma, j'ai été un petit peu sceptique. Je me suis dit, eh bien, ces documents prescrivent seulement d'être gentils. En fait, ils prescrivent de faire preuve de tolérance, d'empathie, ne pas culpabiliser les personnes qui arrivent en retard, favoriser le respect, l'écoute. En gros, soyez sympa, soyez tolérant, poli comme avec n'importe qui. Alors pourquoi l'écrire? Pourquoi l'écrire? Parce qu'il faut comprendre cette approche comme une réaction à un certain contexte. Et notamment un contexte de contradiction, de tension entre managérialisme d'une part et humanisation des services d'autre part. Alors je vais m'expliquer. Commençons par le managérialisme. Depuis les années 80, mais surtout au Québec, alors depuis 2003, avec l'élection de Jean Charest, sa politique de réingénierie de l'État, suivi du plan de modernisation de 2004-2007, et plus tard les réformes Couillard, Barrette, etc., la loi 10, enfin, je pense que vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi. Les secteurs de la santé, des services sociaux et communautaires sont de plus en plus perçus comme devant être efficaces ou efficients. C'est l'idée qui est souvent intériorisée d'ailleurs que chaque tâche, chaque activité, chaque moment dans ces services doit être quantifié et justifié parce que c'est l'argent du contribuable. Et je suis conscient qu'il y a beaucoup de différences d'une institution à l'autre, mais je sais qu'en général, au Québec, au Canada et ailleurs, l'organisation des services sociaux et de santé en matière d'itinérance a été fortement influencée, si ce n'est structurée, par cette vision managériale des services. C'est ce à quoi référait Nancy, par exemple, quand elle parlait du contrôle accru des itinérants. C'est ce à quoi faisait allusion aussi Benoît quand il disait que parfois on parle de clientèle dans ces services. Et ça, c'est le managérialisme. Or, ce mouvement crée au moins deux tensions structurelles. D'une part, les intervenants dans le secteur de l'itinérance ont en général ce qu'on pourrait qualifier un ethos humaniste ou social. Ce sont des personnes qui ont souvent souhaité être infirmières, travailleurs sociaux, intervenants de différentes professions, pour défendre des principes de care, de bienveillance, d'accueil. Hein, on n'est pas dans ce genre de métier pour rien, et je pense que d'ailleurs Nancy et Benoît en ont offert un bel exemple. Offrir une chance aux plus désavantagés. Donc ces professionnels se retrouvent bien souvent tiraillés entre ce qu'elles voient, ce qu'elles aimeraient faire, et puis l'approche managériale dont je viens de parler. Hein, dans des services où, comme disait Nancy, il y a beaucoup de pratiques qui sont traumatisantes. Ça, c'est la première tension. Comment on fait pour se positionner dans cette tension? Et l'autre tension, c'est ici la problématique de l'itinérance elle-même. Une population qui a souvent vécu des expériences négatives, alors avec tout ce qui a trait à l'administration, l'autorité, les représentants de l'État, et puis plus généralement des tas d'expériences privées, personnelles, qu'on appelle aujourd'hui traumatiques. Cette population est conduite à avoir des styles de vie, des points de vue et des sensibilités très peu compatibles avec le managérialisme dont je viens de vous parler. L'exemple du temps, par exemple, est très, très parlant ici. On a d'un côté des organisations qui aimeraient rationaliser les rendez-vous et les activités, hein, presque à la minute près pour être efficace. Et puis d'un autre côté, le public itinérant, qui, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, n'est pas nécessairement ponctuel. Donc, lorsque les approches sensibles au trauma recommandent de ne pas punir les gens lorsqu'ils arrivent en retard, en fait, c'est le résultat de cette tension dont je vous parle. En fait, c'est juste essayer de la résoudre en quelque sorte. Pour résumer, on pourrait dire qu'il y a dans le secteur de l'itinérance une double contradiction, une double tension entre, d'un côté, l'idéal managérial, rationnel, administratif, qui vient plutôt du haut, en fait, et de l'autre côté, à la fois la situation des usagers et l'aspiration humaniste des professionnels, une aspiration à la justice sociale, en fait, d'intervenants qui font ce qu'ils peuvent. Alors justement, c'est ça la question. En fait, que peuvent faire les intervenants, que peuvent faire les professionnels pour naviguer dans cette contradiction, etc. Eh bien, une possibilité, c'est de réintroduire ces aspirations à travers un discours et des pratiques
légitime. Et rien de plus légitime dans notre culture psychologique qu'une notion psychologique, donc le traumatisme. Puisque, vous le savez tous, il n'y a pas de politique globale d'approche sensible au trauma au Québec, ces approches se mettent en place à la suite d'initiatives individuelles. C'est ce que décrivait aussi bien Nancy que Benoît. Ce sont des initiatives individuelles portées par des individus qui cherchent à légitimer et rendre opératoire en fait une vision humaniste des services, mais à travers des outils issus de la psychologie et des neurosciences. Donc en fait, c'est ça que je voulais dire quand je parlais du fait que les approches sensibles au trauma sont liées à cette tension entre managérialisme et humanisme. C'est ça qui fait aussi qu'elles sont difficiles à mettre en place. Hein, ce que disait Benoît, c'est que c'est un défi organisationnel. C'est parce que finalement, elles s'inscrivent dans une certaine tension. Alors, juste un dernier point. J'ai 2-3 minutes, je crois, qui me restent. On m'avait demandé aussi si j'avais des critiques à adresser à cette notion de traumatisme. Alors, ça serait étrange pour un sociologue de ne pas faire de critique, alors encore plus un sociologue français. Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée, mais peut-être pas autant que vous l'attendez. C'est une critique un petit peu partagée, parce que, en théorie, oui, la notion de trauma pourrait être accusée d'être réductrice. Il faut faire attention à ne pas réduire les gens à leur traumatisme, déjà. Ça, c'est une complexité dans la pratique. Et puis, elle porte le risque, comme toute notion psychologique, d'individualisation et donc de dépolitisation des difficultés structurelles vécues par des personnes désavantagées, dans des situations désavantagées. Ce n'est pas un hasard si beaucoup d'itinérants ont vécu des traumatismes. Le problème n'est pas dans leur psyché, mais c'est dans notre monde social qui produit de la pauvreté, de la violence et donc des traumatismes. Cela dit, dans le contexte actuel, j'ai parlé de managérialisme et tout ça. Il me semble que cette utilisation de la notion de traumatisme est pour beaucoup une sorte de dernier recours ou de seul recours qu'ont les professionnels et les intervenants pour faire valoir une forme de respect des usagers, donc de déférence, et puis de prise en compte des adversités vécues, donc de justice sociale. Donc en fait, critiquer l'usage de la notion de trauma reviendrait à mettre sur le dos des intervenants et des professionnels certaines insuffisances qui sont produites au niveau politique. Donc c'est pour ça que je n'ai pas vraiment envie de faire cette critique. Là où je pourrais adopter une posture un petit peu plus critique, ce serait au niveau des politiques publiques. Les approches sensibles au trauma ne font pas l'objet de politiques publiques au Québec, mais c'est le cas très timidement dans d'autres pays. Très peu. Par exemple, en Écosse. En Écosse, le gouvernement a, ces dernières années, pris en considération certains résultats de recherche selon lesquels les adversités vécues dans l'enfance, donc typiquement des violences, des sévices, des manques de nourriture, d'affection, etc., vont avoir des répercussions énormes sur leur vie adulte, en termes de santé mentale, mais aussi en termes de santé physique, de vie familiale et professionnelle. Tout ça avec des coûts énormes pour l'économie et pour les services publics. Et face à ce constat, l'équivalent du ministère des Affaires sociales en Écosse a commencé à mettre en place un ensemble d'interventions sensibles au trauma, et aussi, à ce titre, une aide financière aux familles les plus démunies. Je ne sais plus exactement où ça en est, mais en fait, c'est un truc qui est en train de se mettre depuis les dernières années. L'idée, c'est en gros de donner un chèque, de l'argent en soutien à ces familles pour éviter que leur enfant soit trop traumatisé par leur pauvreté, pour éviter que ça coûte encore plus cher à l'État à long terme, en fait. Et là, vous voyez encore, c'est encore la résolution d'une tension entre managérialisme et humanisme. Mais bon, je crois aussi que dans ce cadre-là, en fait, où on en est à un certain niveau de développement d'une approche sensible au trauma, il faut pointer une forme de schizophrénie institutionnelle, parce qu'on a d'un côté une organisation de l'économie qui produit des inégalités, qui favorise le fait qu'une fraction de la population connaisse de plus amples chances d'être traumatisée. Et d'un autre côté, une organisation des services sociaux qui vient essayer de colmater ces failles, alors avec des petits chèques de temps en temps. On retire de l'argent d'un côté, on en introduit de l'autre, en fait, si on voit ça à un niveau très macro-social. Et ça n'a pas vraiment de sens. Hein, si il y a un moment, en fait, au niveau politique, au lieu d'essayer de soigner le traumatisme des pauvres, en fait, il faut essayer d'abord d'éviter de produire une pauvreté structurelle potentiellement traumatisante. Et c'est là, je trouve que c'est à ce niveau-là politique qu'on pourrait critiquer la notion de traumatisme, en fait, qu'elle a ses limites.
Mais faute de réflexion, parce qu'on n'en est pas vraiment à là, dans le contexte politique actuel, hein, au Canada et nulle part ailleurs, malheureusement, on a, et heureusement aussi, on a des intervenants, des professionnels de santé et sociaux qui font avec les moyens du bord et qui utilisent les approches sensibles au trauma comme un dernier recours, comme une manière d'exprimer malgré tout une certaine déférence vis-à-vis des personnes désavantagées et défendre par là une forme de justice sociale dans un contexte potentiellement déshumanisant. Voilà, c'est mon analyse des approches sensibles du trauma. Merci beaucoup. Merci, Baptiste. C'est vraiment une perspective très éclairante qui nous permet de poser plusieurs questions, non seulement sur l'accompagnement, mais plus généralement, je trouve, sur toute cette question qu'on a déjà explorée au CREMIS de marge de manœuvre aussi, des intervenants, des professionnels, de leur capacité à trouver un sens dans l'intervention, passer au-delà du sentiment d'impuissance. En tout cas, les propos résonnent vraiment beaucoup avec des travaux qu'on a fait sur la réflexivité professionnelle aussi et cette mise en tension. J'aimerais peut-être entendre les réactions de Nancy, de Benoît sur cette idée des tensions. Baptiste nomme des tensions liées aux intervenants eux-mêmes qui finalement se retrouvent entre cet ethos du care, de l'humanisme et cette structure, cette bureaucratie qui est omniprésente, et d'autre part, les populations elles-mêmes, finalement, qui tentant d'accéder à des services, on le voit beaucoup, se retrouvent doublement, triplement désavantagés par leur expérience même des traumas. Des fois, c'est un petit peu comme si les institutions étaient très hermétiques à leurs besoins. Euh, donc, j'aimerais ça peut-être vous entendre sur ces tensions, puis ce que ça fait vivre, comment ça vous fait réagir, ce que ça vous fait vivre d'entendre Baptiste. Tu veux que j'y aille? Veux-tu y aller, Nancy? Oui, d'accord. Ben, en fait, félicitations, c'est vraiment des belles présentations, et Benoît et Baptiste, pour moi, c'est un peu aussi, depuis que je suis au CREMIS, c'est ce que ça m'apporte d'avoir tout le temps un regard décollé un peu de la pratique, puis un regard plus macro. C'est un angle aussi intéressant de reconnaître que cette occasion de revenir à des pratiques plus humaines, ben, c'est vrai que les machines organisationnelles, institutionnelles, politiques sont de plus en plus lourdes administrativement, produisent de plus en plus d'inégalités, d'injustices sociales, je trouve. Puis aussi, ben, il y a toute la professionnalisation qui encadre de plus en plus serré tout ce qu'on peut faire puis qu'on ne peut pas faire. La compartimentation des services parfois qui est de plus en plus déshumanisante, non pas parce que les gens qui travaillent sur le terrain le veulent, mais je pense que quand ça devient trop gros, à un moment donné, on perd le fil du pourquoi on fait ça, puis pour qui. Mais c'est non seulement difficile pour les utilisateurs de services, mais aussi pour les intervenants. Tu l'as bien dit, Baptiste, effectivement. Puis on sent un essoufflement puis une lourdeur de repenser les services pour les rendre plus sensibles au trauma. Je pense que ça amène un petit souffle de bienveillance à la fois pour les personnes, pour les intervenants. Puis en même temps, j'entends bien ce que Benoît dit de dire, ben c'est pas si facile que ça, là. Ça demande quand même de se mobiliser, ça demande du financement. Fait que ça demanderait que le politique, finalement, revoie les politiques sociales pour permettre qu'on puisse vraiment mettre ces pratiques-là. Moi, je pense que les inégalités sociales, la justice sociale ou les injustices sociales et leurs impacts doivent être vraiment continuellement au cœur de nos réflexions comme professionnels, assurément. Puis, des fois, c'est ça, les pratiques sensibles au trauma, je les vois aussi comme une manière, à la fois, ça peut paraître contradictoire, là, j'espère que non, mais à la fois, quand je parle de précaution universelle, de déstigmatiser puis d'avoir les mêmes procédure d'accueil pour tout le monde, mais aussi d'être créatif dans comment on crée un lien significatif avec une personne qui a vécu des traumas, puis pour qui ça peut être difficile de rentrer en relation. Donc, de ne pas se canter juste sur des pratiques habituelles et d'avoir en fait cet équilibre entre l'encadrement des pratiques par les institutions
et la possibilité de faire confiance aux intervenants dans la créativité qu'ils vont utiliser pour pouvoir offrir les services aux personnes pour qui c'est peut-être un petit peu plus difficile d'entrer en relation. Voilà. Merci, Nancy. Je ne peux pas compter le nombre de situations où les approches managériales écrasent la relation d'aide. On a un service de crise, on fait 8 interventions de crise par jour, jour, soir, nuit. Je pourrais écrire un livre d'atrocités sur les refus d'admission à l'hôpital pour des personnes vraiment, vraiment dans une situation de crise très, très grave. On ne peut pas passer sous silence ça, parce que depuis, tu en faisais référence, Baptiste, depuis que M. Barrette est passé, puis ça ne va pas aller mieux avec la nouvelle réforme Santé Québec. J'ai écrit moi-même au ministre à 2 reprises, je n'ai même pas eu d'accusé-réception, lui parlant des inégalités en tant que vieux sociologue, que le mouvement communautaire là, qui est sous-financé, jamais à la hauteur de ses besoins, j'ai même pas eu un accusé-réception. On n'est quand même pas un petit organisme à Québec, là. Et ça en dit long sur un climat, il y a une droite qui est montante. Ce matin même, j'ai des canettes de bière dans mon auto que je dépose toujours à un endroit pour les personnes de mon quartier itinérantes. Il y a un type qui a foncé sur moi avec sa voiture ce matin comme un fou. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Tu vas enlever ça de là, c'est mon terrain, tabarouette, en tout cas, etc. J'ai dit, monsieur, soyez poli, c'est des canettes ça, pour aider les gens plus démunis. Il n'est pas question, nanana, nanana, qui travaillent comme les autres. Tu sais, ça te donne un exemple, tu sais. Mais cette logique managériale-là répond à une réalité politique tu sais, de plus en plus droitisante aussi, où on exclut du monopoly high-tech, tu sais, de la finance. Tu sais, les gens qui sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, donc ils ne sont pas intéressants pour le système capitaliste tant que ça, là. On va se le dire entre nous. Et ils payent pour ça. Ils payent dans les services sociaux, ils payent parce qu'ils sont itinérants, ils payent parce qu'ils sont traumatisés. C'est le résultat des contradictions du système économique dans lequel on est. Moi, je le vois tout le temps. Depuis 35 ans, je veux dire, ah, ben là, on va dire la classification diagnostique. Bon, ben, réglez vos problèmes de toxicomanie, ensuite, on s'occupera de votre santé mentale, et ensuite, on s'occupera de vos traumas, et ensuite, on s'occupera de votre vie professionnelle. Ben voyons, c'est ça. On sait tous que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais je ne sais plus, j'en appelle au réenchantement de l'humanité puis de l'intervention, mais j'ai écrit un texte sur la fin du communautaire, là. Je ne devais pas être en forme tellement cette journée-là, je ne l'ai jamais publié, là. Mais je veux dire, je sens vraiment que les derniers espaces d'autonomie et de liberté dans les redditions de comptes du communautaire, je peux vous dire qu'il n'y a plus d'espace pour la création, là. Tu sais, je veux dire, là, c'est les derniers moments que je vis d'espace où on peut oser présenter des approches alternatives, mais tu sais, j'ai pas eu une scène de financement de l'État depuis 7 ans pour l'approche sensible au trauma, là. Pas un cent. Là, je leur demande, est-ce que c'est la demande de subvention qui est mal faite? Non, 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 elle est très bien faite. Mais oui, mais. Donc, il y a un défi là, un défi, moi, je me range, Baptiste, complètement à cette idée des inégalités sociales qui ne sont pas juste dues à un détraquement personnel des individus, mais à des conditions sociopolitiques. Ce qui amène à toute cette question de finalement le sociologue qui critique peu. On voulait discuter de cette possibilité de réduction identitaire, de réduire la personne à un sujet traumatisé, à la personne qui est la somme de ses traumatismes. Est-ce que c'est, en toute transparence, est-ce que c'est un enjeu? L'enjeu se situe ailleurs? Où est-ce que vous vous positionnez là-dessus? Est-ce qu'on peut réduire finalement, ou finalement on sort de la réduction en essayant d'avoir cette vision d'une personne qui, oui, a vécu des traumatismes?
Donc, on dirait moi-même, je suis un peu ambivalente, mais comment vous vous positionnez sur cette question? Est-ce que c'est un vrai problème? Bien sûr. Baptiste? C'est ouvert aux panélistes, allez-y. Pardon, excusez-moi, je ne trouvais plus le bouton. Ben, en fait, ce que j'essayais de dire, c'est que j'ai du mal à vraiment. En fait, la prise en considération du traumatisme des usagères et usagers, euh, c'est une résistance à leur réduction en tant qu'itinérant, quoi. Donc c'est déjà une première étape. Euh, Après, il faudrait se projeter dans un monde où les approches sensibles au trauma sont généralisées. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, ah, ben, peut-être qu'en fait, on réduit les gens à leur traumatisme, en fait, mais on n'en est pas là, comme vient de le dire, Benoît. Mais c'est une possibilité. Enfin, on peut imaginer dans 10 ans, si ça devient une approche générale, et que dès qu'une personne vient dans un service communautaire, on lui dit quel est votre trauma, et en gros, on la prend en charge en fonction de ça. Mais enfin, c'est pour ça que je suis partagé, c'est que à l'heure actuelle, ça a l'air un peu d'un rêve en fait. Et quand on sera à se poser cette question, j'ai l'impression que ce serait vraiment bien, mais que oui, le risque existe en soi. Mais alors ça peut-être que je pense que Benoît et Nancy pourront en dire plus que moi aussi, parce que ouais. Mais j'ai confiance parce que, prenons la lutte à l'itinérance. Moi, je vois le ministre que j'ai rencontré d'ailleurs, très gentil et tout ça, mais ce gouvernement-là, quand on leur propose des solutions pérennes pour réduire l'itinérance, on les connaît, les solutions pérennes, c'est l'accès à un logement avec accompagnement. Tout pointe vers ça. Parce que plus ça va, plus il y a des itinérants dans la rue, plus ils sont pointés comme étant les troublemakers dans les villes. Bon. Tout ce que l'on met en investissement depuis 10 ou 15 ans, c'est l'ajout de places d'urgence en itinérance. On ne fait qu'accentuer cette exclusion sociale. Donc, moi, je me bats avec d'autres personnes qui croient qu'il y a d'autres solutions que de maintenir un peu comme le ministre de l'Immigration. On dit qu'il ne faut pas trop que ces gens-là soient bien traités, hein, parce que s'ils sont bien traités, ça veut dire que le travailleur à bas salaire qui a un logement moins beau qu'un itinérant qui a un logement subventionné plus beau, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une hiérarchisation des trucs là-dedans, mais je pense qu'il faut continuer peut-être que va naître, c'est une utopie, hein, c'est un souhait que les gens qui veulent travailler dans une approche sensible au trauma, il va falloir déranger des sous-directeurs puis des directeurs de nos établissements, là. Et il va falloir déranger un peu la façon de fonctionner des choses, là, parce que permettre d'exercer, je sais pas, des techniques respiratoires sur ton temps de travail, faire du TRE ou faire, ben, tu sais, c'est pas commun, là. Tu sais, ça prend une petite révolution, là, par rapport à cette approche-là, où elle passe ou elle casse. Hmm. Moi, je pense qu'il faudrait, pour éviter de tomber dans le piège, effectivement, là, que ça soit de réduire la personne à son statut de personne traumatisée. Ben, déjà, au niveau identitaire, on le sait, là, je veux dire, ceux qui ont eu ma formation, euh, il y a quand même déjà à la base pour ces personnes-là qui ont eu des traumas en très bas âge, à un moment où leur cerveau est en développement, des conséquences sur la construction de leur identité. Mais en plus, ben, tout ça est absolument renforcé par tout ce que tu as nommé, Baptiste. Donc, toute la stigmatisation, les inégalités sociales, les discriminations, etc. Fait que moi, je pense pas que les pratiques sensibles au trauma réduisent les personnes. Par contre, peut-être qu'on devrait juste comme prendre les principes puis appeler ça autrement. Le fait qu'on appelle ça des pratiques sensibles au trauma, je pense que ça, c'est un enjeu, mais de prendre ces principes de bienveillance, d'accueil, puis de construire, de trouver un autre nom pour ces pratiques-là qui peuvent être universelles pour tout le monde. Et à ce moment-là, on est déstigmatisant. C'est sûr que dans les pratiques sensibles au trauma, moi, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce que je lis, la notion de dépistage systématique à l'intérieur d'un mois dans les services. Moi,
prône pas ça nécessairement quand je donne la formation. Je pense que tout ça, ça dépend qui on est comme personne, comme professionnel, le niveau d'aisance qu'on a à parler des traumas, l'état de la personne, mais aussi qu'est-ce qu'on a à lui offrir. Ça donne quoi de dépister des traumas chez quelqu'un, d'y faire parler de tous ces enjeux personnels si tu n'as absolument rien à lui offrir en termes de soins psychologiques, parce que ça, c'est un autre enjeu au Québec qu'on a. Je veux dire, il y a des psychologues qui viennent à ma formation, qui travaillent en santé mentale, puis qui me disent, nous, là, on est obligé d'aller se former nous-mêmes avec des formations à gauche et à droite parce que dans notre cursus académique, on n'a pas été tant que ça formés pour s'occuper de ça. Mais les gens redirigent les personnes vers nous. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de... Écoute, ça va prendre plus qu'un dîner d'apprentissage pour faire le tour de la question, ça c'est sûr, mais au moins on en parle là. Je pense que c'est un début de quelque chose. Il faut en parler pour qu'éventuellement on avance quelque part, puis on verra de quelle manière c'est le moins stigmatisant. Excellent, merci. Donc, ça brosse quand même un bon portrait, je trouve, d'une certaine analyse critique. Euh, on veut quand même ramener cette idée qui est un des objectifs des dîners d'apprentissage au CREMIS, d'outiller les intervenants. Je pense que Maude a mis dans la barre de conversation la fiche accueillir. En amont du dîner, on a demandé aux panélistes de consulter la fiche. Donc, l'idée ici, là, c'est vraiment de faire vivre les contenus, de vous amener, si ce n'est pas des contenus avec lesquels vous êtes familier, à les consulter. On a encore quelques minutes de table ronde avant d'ouvrir la conversation. Je vois qu'il y a beaucoup de questions déjà dans le chat. Peut-être que je vais demander l'aide de mes collègues du CREMIS là, pour gérer l'ordre des questions. Merci. Mais peut-être que je vous demanderais de conclure cette table ronde en disant, quand les gens lisent la fiche accueillir ou dans cette optique d'accueil finalement, que ce soit dans la fiche ou autour de la fiche, sur quoi vous aimeriez insister? Qu'est-ce que vous pensez que les personnes présentes devraient garder en tête? Donc, je l'ouvre aux trois panélistes, puis après cette question-là, on ouvrira la discussion à tout le monde. Si j'ai le droit à une seule réponse, je dirais de comprendre les comportements comme des adaptations et non pas comme des comportements parce que les gens font des mauvais choix dans la vie de consommer ou d'être violents. Je pense qu'il faut le voir vraiment comme des réactions adaptatives et que de les remettre dans leur contexte, ça amène une toute autre façon d'interagir avec eux. Je suis désolé, j'ai pas lu la fiche accueillir. Non. Mes compétences 2.0 sont limitées. Donc, ça parle de l'accueil, j'imagine, accueillir. Hein. Ben, moi, je parle. Un partage d'humanité est-il possible? Je pense que oui. Je vais parler d'accueillir, c'est un partage d'humanité sur une base d'égalité. Et ça, c'est pas toujours facile à faire parce que c'est souffrant d'être en contact avec un bagage traumatique, on va se le dire. Là. Et pour la personne qui est souffrante et pour l'intervenant, mais je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut s'ouvrir à ça. C'est aussi la vie qui est comme ça. Je veux dire, la vie, c'est pas. La vie, c'est pas faite de non-souffrance. Même les personnes que j'ai côtoyées, moi, qui avaient un bagage traumatique, ils ont, bon, Cyrulnik parle de résilience, mais il y a une belle résilience aussi à aller chercher là-dedans auprès des personnes. Mais c'est pas un conte de fées, là, mais nous, on a un projet qui n'est pas dans le chat parce que je ne savais pas trop comment ça marchait, puis mais ça, je ne suis pas sur Facebook, je suis sur rien, mais si vous voulez, on pourra mettre le projet du Bifrost en ligne et on pourra mettre aussi une capsule qu'on a fait là, sur pêche et l'itinérance. Mais par exemple, nous autres, on va faire une salle d'attente là, dans un volet de service et on veut absolument pas que ça ait l'air d'une salle d'attente. Tu sais, l'accueil, c'est aussi, tu l'as dit, Nancy, c'est aussi dans les lieux physiques. C'est pas d'affiche sur la toxico et téléphoner au 811, là, mais c'est aussi la beauté du lieu quand tu entres. Puis, tu sais, on va mettre des murales, on va mettre quelque chose de cool, on va mettre quelque chose qui, tu sais, qui ressemble pas à une urgence ou qui ressemble pas à une clinique parce que trop souvent, les gens ont vécu des expériences difficiles
quand ils étaient dans les urgences. Tu sais, tantôt, l'approche sensible, là, on devrait en mettre partout parce que moi, j'en mettrais dans les urgences. Tu sais, l'approche sensible aux gens qui fréquentent l'urgence, l'approche sensible aux gens qui cherchent un logement et qui sont désaffiliés. Tu sais, je veux dire, tu sais, oui, on s'adresse au trauma, mais je veux dire qu'il y a un ménage à faire beaucoup par rapport à la question des gens à ce qu'on appelle à bas seuil, j'allais dire d'acceptabilité. Ce qui revient un peu finalement à cette idée de pratique universelle que Nancy met de l'avant. Oui. Super. Baptiste, je te laisse quelques secondes de mots de la fin avant qu'on ouvre les questions à la salle. Ouais, bah, moi, comme je disais dans ma présentation, je trouve que cette fiche à accueillir, elle est intéressante et peut-être, alors, il y a des conseils très très pratiques, par exemple, favoriser le vouvoiement ou éviter de tenir votre carnet quand vous parlez à la personne, des conseils un peu plus vastes comme soyez tolérant. Mais ce qui compte, en fait, c'est de se demander, en fait, comment se sent la personne que vous recevez, en fait, et quelle identité lui renvoie l'accueil produit, en fait. Et c'est ça le plus intéressant qui va au-delà des contacts particuliers. Pendant la réunion de préparation, je disais par exemple le vouvoiement, peut-être que dans certains cas, ça ne s'applique pas forcément, etc. Peu importe, l'important, c'est de se demander plus généralement, en fait, quelle est la projection d'elle-même avec laquelle ressort la personne accueillie, en fait. Je pense que c'est la philosophie sous-jacente, moi, que je trouve très, très intéressante. Excellent. On a 9 minutes pour ouvrir la discussion à la salle. Il y a plusieurs questions dans la barre de conversation.